Bonjour, bienvenue à tous sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 4 juin 2026 et nous enregistrons une émission spéciale qui est la première d'une série sur un conflit étonnamment maintenant un peu oublié, on en reparlera. C'est la guerre de Syrie et je suis avec Julien Lazarotto. Merci Julien de revenir sur Fréquence Populaire. Merci à vous de m'inviter et à l'audience d'être aussi enthousiaste. Ah, c'est le cas. On a parlé avec vous de l'Iran, du chiisme iranien. On a parlé des milices, des différentes milices chiites soutenant l'Iran dans les pays du Golfe et au Proche-Orient. Là, avec vous, on va faire une série. On va revenir sur la guerre de Syrie, dont vous êtes un spécialiste. Vous avez écrit un livre qui, fort logiquement, s'appelle La guerre de Syrie, très long. C'est un gros bouquin. Oui, 700 pages. Très sérieux, très détaillé, remarqué par les spécialistes. Alors, vous pouvez, ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer sur le lien que vous trouverez dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je vous le recommande. Et réellement, je connais 2 ou 3 qui ont beaucoup demandé qu'on ait un travail qui soit fait sur la guerre de Syrie. Et ben, c'est le cas. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vraiment, il faut lire ce livre. Julien, comme je disais, on a parlé de la guerre d'Iran et des milices chiites. La Syrie a joué un rôle important, on reviendra sur ces éléments. Donc là, on va faire d'abord une approche générale de ce conflit, une introduction. Et la Syrie a été au cœur des débats politiques, médiatiques. C'était tous les soirs sur les JT, comme souvent certains conflits. Et puis maintenant, t'as un peu disparu dans les sables du désert. Oui, effectivement. Alors avant toute chose, je tiens à préciser pour nos éditeurs que, histoire qu'on ne m'accuse pas d'usurper un titre que je n'ai pas, je ne suis pas un spécialiste au sens universitaire de ce terme parce que je n'ai pas fait de doctorat. Mais on va dire que je suis un peu un autodidacte qui a étudié le conflit syrien pendant près de 10 ans. Donc j'ai écrit un livre qui a été remarqué par certains universitaires comme Thomas Pierret, Cyril Roussel et par certains militaires comme Michel Goya, qui l'ont tous qualifié d'impressionnant. Voilà, c'est en partie pour ça que je suis heureux de faire cette émission sur cette série d'émissions sur Non, mais Fréquence Populaire. on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais ça l'est. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, en fait. C'est dommage, quasiment dommage, vous pourrez le présenter en thèse de doctorat, en fait. Oui, Parce que c'est comme s'il a été, vous n'êtes pas le docteur, mais c'est comme s'il a été rédigé. Oui. Au cas où. Mais Il y aurait un professeur de géopolitique qui écoute. moi, j'en serais tout à fait heureux. Mais en tout cas, c'est pour dire que c'est mon sujet de prédilection beaucoup plus que l'Irak, le Yémen ou l'Iran. Et effectivement, j'avais proposé de faire cette première vidéo d'introduction à cette série parce que on n'a pas fait de vidéo d'introduction sur le Yémen, l'Irak ou l'Iran. On est directement entré dans le vif du sujet. Mais le problème de la guerre de Syrie, si vous voulez, c'est que c'est une guerre dont comme vous l'avez dit, on a beaucoup parlé à une époque, sur la période 2012-2017, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais sur lesquelles on a un certain nombre, peut-être pas d'idées reçues, mais en tout cas, disons, la connaissance concrète du conflit syrien est assez floue dans l'esprit de nos concitoyens. Contrairement par exemple au Yémen, dont personne n'a parlé, dont personne ne connaît rien, et donc il n'y a pas d'idée reçue. Et qui n'intéresse personne. Voilà, qui n'intéresse personne. Malgré le tas de morts qu'on trouve là-bas, oui, également. Oui, ah oui, qui est tout à fait considérable. Mais aussi, contrairement à l'Irak, parce que, mine de rien, nos concitoyens, ils sont quand même capables de vous faire une chronologie sommaire de la guerre irakienne. C'est-à-dire, il y a quelques moments forts, le discours à l'ONU sur les armes chimiques, le discours de Villepin en 2003, l'invasion initiale, la chute de Saddam Hussein, mission accomplished, Fallujah, Abu Ghraib, et État islamique, c'est des grands jalons que des gens même qui ne s'intéressent pas particulièrement à la géopolitique sont capables de vous ressortir, mais ce qui est déjà pas mal parce que vous êtes généreux. Hein. Oui, non, je pense quand même que c'est quelque chose qui... Bon, les gens quand même se souviennent du début, ils le mettent en général vers 2011 avec les printemps arabes. Oui, peut-être. Voilà. Mais les gens qui ont la trentaine, la quarantaine, vous leur parlez de Fallujah, d'Abu Ghraib, ils sont capables d'à peu près avoir une image mentale de ce que ça veut dire. Et c'est déjà très bien d'avoir ces 4 ou 5 éléments, parce que en gros, ça veut dire que on sait que l'invasion américaine a été faite sur des prétextes relativement fumeuses, qu'il y a eu de l'opposition de pays occidentaux comme la France, que l'invasion initiale a fonctionné, mais qu'ils ont complètement loupé et que ça ne s'est pas passé comme prévu, Fallujah, Abu Ghraib, et que l'occupation a été tellement mal gérée que ça a débouché sur l'État islamique.
En gros, c'est une assez bonne vision, un assez bon résumé. Bon, évidemment, on pourrait écrire des milliers de pages sur les guerres en Irak, mais voilà, on peut avoir une sorte de structure narrative logique et cohérente. La Syrie, à part deux, trois noms qui disent quelque chose à nos concitoyens, Bachar al-Assad, Daesh, l'État islamique, Jabhat al-Nusra, dont on parlera dans cette série également. Les Kurdes. Un peu. Oui, les Kurdes, mais je veux dire, tout ça c'est très flou, on ne sait pas comment s'articule, comment tout ça se combine, etc. Ce qui fait qu'on est faussement familier avec la guerre de Syrie. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode introductif, parce que je pense que la guerre de Syrie, c'est le genre d'événement historique, déjà qui est beaucoup plus important qu'on ne le pense réellement. Il y a beaucoup de choses qui sont nées en Syrie, qui sont des phénomènes contemporains, notamment l'OSINT, c'est assez amusant d'ailleurs, mais et ce qu'on appelle la géolocalisation. Vous savez, des fois sur Twitter, quand vous avez une image de frappe américaine, vous avez toujours 50 personnes en commentaire qui vous disent, voilà, sur Google Maps, cette frappe, elle s'est passée ici parce qu'on peut voir en arrière-plan un bâtiment qui fait de l'ombre à tel degré, donc ça veut dire que le soleil est situé à cet endroit. Et donc, enfin, ils vous font des calculs un peu de trigonométrie pour vous dire, voilà, cette vidéo a été prise ici. Eh bien, c'est quelque chose qu'on ignore, mais c'est surtout en Syrie que ça a été popularisé, enfin, vu dans le conflit syrien, que cette espèce d'écosystème informationnel d'OSINT est véritablement né, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses. Oui. Non, si je peux me permettre juste un mot sur l'OSINT, parce que Oui. c'est devenu très populaire. Alors, c'est né en la guerre de Syrie, effectivement, c'est devenu très, très populaire avec la guerre en Ukraine. Oui. Et il y a beaucoup de n'importe quoi. Oui, bien le sûr. problème, c'est que, en fait, il y a des vrais départements d'OSINT maintenant dans les services de renseignement qui ne publient absolument rien du tout. Ça sert pour le renseignement, qui ont des moyens qui sont pas exactement ceux d'un individu. Et puis, il y a en bout de chaîne tout un tas d'individus qui, aussi doués soient-ils, intelligents soient-ils, n'ont que 24 heures, leurs a priori, et puis se font aussi leurrer, parce que maintenant il y a du contre OSINT pour amener des erreurs d'interprétation à ceux qui font de l'OSINT, et donc c'est devenu quelque chose d'assez compliqué. C'est juste parce que certains considèrent que c'est magique. Oh, j'ai regardé 4000 vidéos, je sais exactement que ça s'est passé là. Mais en fait... Oui, c'est l'un des problèmes d'ailleurs qu'on abordera par la suite, mais juste pour revenir sur le terme OSINT pour nos auditeurs, ça peut-être pas ce que ça veut dire Open Source Intelligence, donc en fait le renseignement en source ouverte, ce qui est un nom pompeux pour dire j'écume un peu Internet et j'essaye de regarder et de lire tout ce qui se trouve sur le sujet et de me faire mon propre avis. Ce qui peut donner des résultats très impressionnants. Moi j'ai vu des comptes d'OSINT qui avaient tout compris à l'intervention américaine au Yémen et en Iran dans les 24 premières heures et qui vous faisaient une prédiction de comment ça se passait, et je veux dire, de toute évidence, ces gens-là sont bien meilleurs que l'analyste militaire moyen. Mais bon, en tout cas, pour tout ça, pour dire que tout cet écosystème informationnel que vous retrouvez sur Twitter notamment, enfin X maintenant, est né en Syrie. Donc tout ça pour dire que comme je disais, mon propos d'origine, c'est que la guerre de Syrie, c'est le type de conflit, si vous voulez, qui, comme la Révolution française, est un conflit très compliqué, un événement historique très compliqué et très important, et qu'on peut très difficilement résumer par un narratif, c'est un terme anglais, enfin c'est un anglicisme narratif, donc on va plutôt dire un récit ou un discours. Mais c'est très difficile d'enfermer la guerre de Syrie ou même la Révolution française dans un discours en une ou deux phrases. Et le problème, c'est que c'est tellement vrai que si vous essayez de le faire, en général, c'est contre-productif. C'est-à-dire que si votre idée de la Révolution française, c'est le gentil peuple qui renverse la méchante noblesse, ce serait presque mieux, si vous voulez, que vous ne connaissiez rien à la Révolution française, parce que si vous avez ce genre d'idée, de grille d'analyse un peu simpliste, on va devoir passer des heures à vous faire remettre en question ce que vous pensez croire sur le sujet. Et la Syrie, c'est vraiment typique de ce genre d'événement historique. On ne peut pas se permettre de le résumer en une ou deux grandes phrases, et le problème, c'est que c'est fait un peu trop souvent. Et donc, c'est pour ça, donc tout ça pour dire, je pensais qu'il était important de faire une vidéo d'introduction générale sur le sujet. Et cette vidéo donc va se passer en deux temps. Le premier, c'est que la première partie, c'est que je vais essayer de vous faire comprendre ou de vous faire prendre conscience d'un certain nombre de biais ou peut-être d'idées reçues que vous avez sur ce thème. Et le deuxième, je vais essayer de vous donner une grille de lecture relativement simplifiée, une sorte de cadre mental, si vous voulez, pour que vous puissiez aborder le reste de ces vidéos avec une sorte d'état d'esprit, à mon avis, qui corrigé en quelque sorte. Bon. Et puis, c'est intéressant, vous l'avez déjà fait dans les autres vidéos, un retour historique. Oui. Parce que la Syrie, je pense que c'est important aussi de le faire. Alors peut-être qu'on le fera sur un autre épisode, mais
la Syrie, la Syrie comme pays géographiquement, c'est pas très très clair dans la tête de tout le monde. Non. Et pour tout un tas de raisons, parce que on trouve à Damas la grande mosquée des Omeyyades, donc ça a été la capitale des Omeyyades. Enfin, ça a été une des grandes villes des civilisations arabes, mais la Syrie recouvre pas exactement le territoire qu'elle a aujourd'hui, et qui est un peu créé par les accords de Sykes-Picot suite à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Et en soi, déjà, c'est assez compliqué avec des Oui. frontières taillées à la serpe coloniale qui Ah ne oui, tout à correspondent fait. pas à grand-chose en termes ethniques, Mhm. qui créent aussi une partie des complications. Parce que pour certaines personnes, la Syrie, bon, comme les autres pays, c'est un peu homogène. Bon, en fait, pas du tout. Ah non, non, pas du tout, oui. Non, non, bah, la Syrie, en plus, enfin, historiquement, c'est pas un pays, hein. C'est une zone géographique qui a été occupée par des grands empires, mais c'est pas, si vous voulez, contrairement au Yémen, par exemple, qui là, pour le coup, a une sorte de vraie unité politique et culturelle depuis des siècles. La Syrie, avant son indépendance, pendant 500 ans, ils étaient sous domination ottomane, et puis avant ça, c'était des petites principautés, etc. Enfin, bon, on y reviendra plus tard, mais effectivement, la Syrie en elle-même, c'est une histoire qui serait intéressante d'aborder. Mais en tout cas, donc, pour ce qui est de la première partie de cet entretien, donc, j'ai dit que la Syrie, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé à une certaine époque. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, je dirais que c'est du fait de la conjonction de trois facteurs, c'est-à-dire un facteur, disons trois, on va dire, peut-être pas ambiance, mais trois tendances. Une tendance à l'international, une tendance à l'échelon national français, on va dire de politique intérieure française, et une tendance qui est un peu transverse, qui est l'avènement d'Internet, parce qu'on l'oublie, mais l'époque 2010, 2011, 2012, c'est là où tout le monde commence à avoir des smartphones et tout le monde commence à avoir un réseau 4G, enfin pas de 4G, mais un réseau Internet avec son téléphone, etc., ce qui permet une grande diffusion de l'information. Alors, pourquoi est-ce qu'en France, on a beaucoup parlé de la Syrie? Parce que c'est à cette Alors, époque... est-ce que, justement, pourquoi? Est-ce que il y a doit y avoir un peu un lien quand même qui est lié au terrorisme, puisqu'on a eu des gros attentats terroristes qui continuent à marquer les Français. Je pense en particulier au Bataclan, Mhm, au Stade de France, avec des gens qui se revendiquaient de Daesh mhm, en Syrie, et puis il y a eu toutes les périodes eh bien de radicalisation de certains jeunes, qui soient d'origine musulmane ou convertis à l'islam, qui partaient en Syrie, revenaient. Donc ça a créé au moment des attentats toute une sorte d'inquiétude, de stress. Puis il y a eu les procès liés à Charlie Hebdo, les procès liés au Bataclan, qui ont dans la conscience française, ont fait parler de la Syrie comme d'un vivier à djihadistes. Oui, bah justement, le truc, enfin le fait est que la Syrie intervient à une époque, donc le cœur de la guerre civile syrienne, on va dire que c'est de 2012 à 2017, une époque où je dirais remonte à la surface un certain nombre de, peut-être pas d'angoisse ou d'inquiétude, mais en tout cas un certain nombre de questionnements politiques en France sur notamment des questions identitaires, donc la place de l'islam, la place de l'immigration, et donc par extension, qu'est-ce que c'est qu'être français? Est-ce que avoir un simple titre, un simple papier d'identité français, est-ce que c'est ça être français? Mais dans ce cas-là, si c'est pas le cas, quel est le modèle de société qu'on veut pour la France? Enfin, est-ce que c'est plutôt une société multiculturelle, une société assimilationniste, ou une société, on va dire, bon, n'ayons pas peur des mots, plus homogène ethno-racialement, on va dire, parce qu'il y avait toute une frange de la droite qui est plutôt sur cette position. Et disons que Sous c'était le droit de des... zémoriste. Oui, entre autres. Mais oui, oui, globalement, oui, c'est plutôt la droite zémoriste. Et si vous voulez, c'est tout un tas de questionnements qui existaient avant enfin, le début des années 2000, mais qui étaient encore, qui n'avaient pas forcément de représentation politique et médiatique très forte. Et si vous voulez, c'est une sorte de longue, de manière générale, c'est l'aboutissement d'une sorte de longue crise de politique en France. Alors, je ne sais pas si elle débute en mai 68, mais c'est-à-dire que c'est un peu la désagrégation d'une sorte de consensus d'après-guerre, si vous voulez, où on n'a pas forcément eu à se poser des questions difficiles de à quoi la France va ressembler dans 30 ans. Alors vous pourriez dire que l'élection de Mitterrand c'était un peu ce genre de questions, mais finalement il s'est pas passé grand-chose, c'est pas la révolution à bas bruit ne s'est pas produite. Bon bref. En tout cas tout ça pour dire que les années 2012-2017, c'est le moment où ces questions remontent à la surface, notamment à la faveur des attentats et du djihadisme. Je rappelle qu'il n'y a pas loin de 1900 Français, ou en tout cas de gens qui avaient des papiers d'identité français, justement, c'est là toute la Faut que les question. gens retiennent le chiffre d'autour de 2000. Oui, autour de 2000 De djihadistes djihadistes. francophones.
Oui, c'est ça, oui, francophone. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que presque 80%... Francophone ou français? Parce qu'il y a Ah, les Belges, il y a des qui viennent ah non, non, d'Ukraine, d'Afrique oui, de l'Ouest. français spécifiquement. Parce que Ah d'accord, donc c'est c'est 2000. oui, c'est 800 Belges en plus. Et après, le djihadisme d'Afrique de l'Ouest, il est plus marginal parce qu'il est fait dans le pays, en fait, finalement. Euh, Donc mais ça commence à faire du monde. oui, ça commence à faire du monde. Mais ce qui est intéressant, pour parler de cette histoire de crise identitaire, c'est que la plupart de ces djihadistes, 80%, c'est des fils, petits-fils, voire arrière-petits-fils d'immigrés. C'est pas des gens qui débarquent, en général, ce n'est pas des gens qui débarquent du Maroc et d'Algérie et qui partent immédiatement faire le djihad. C'est surtout des gens. Alors, l'analyse évidemment va changer, mais certains vous diraient que le système d'éducation de la République a échoué. D'autres vous diraient, plutôt à droite, vous diraient que le mélange de c'est le mélange des cultures qui a échoué et qu'en fait l'assimilation n'est pas possible. Mais en tout cas, peu importe. Mon point là, c'est que justement, ça fait remonter toutes ces questions à la surface dans le débat public, à tel point que, évidemment... Mais ça la nourrit, le débat public. Ah oui, oui. Il y en a qui en ont fait leur beurre. Oui, Politique. c'est exactement là où je vais en venir. Mais en tout cas, oui, oui, tout à fait. Mais surtout quand vous avez des attentats ou des coups de couteau toutes les semaines, etc. C'est une époque où vraiment on parle tout le temps de ces sujets. Et donc, la Syrie, si vous voulez, elle est venue par ce biais-là dans l'actualité française, dans les débats relatifs à la place de l'immigration, de l'islam, et qu'est-ce que c'est que l'identité française, qu'est-ce que c'est qu'être français. Et fait intéressant, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais ce qui s'est couplé à une sorte d'autres courants culturels de la société occidentale de l'époque, c'est-à-dire un certain discours, je dirais, catastrophiste ou apocalyptique. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous vous rappelez peut-être pas, mais bon, déjà, à la suite de la crise de 2008, vous avez tout un discours qu'on a appelé de la collapsologie qui s'est popularisé. Le concept de, voilà, nos sociétés industrielles ne sont pas forcément éternelles, elles peuvent s'effondrer. Les faiblesses des sociétés complexes qui peuvent mener à un effondrement. C'est l'époque où Jean Covici commence à percer sur la question du pic pétrolier et des limites dures qu'on peut avoir en termes de ressources, ainsi que les impacts sociaux que cela peut avoir. Et encore une fois, enfin, je veux dire, si vous tapez sur YouTube, chers auditeurs, notre effondrement ou l'effondrement qui vient, etc., vous allez tomber sur des vidéos à 2-3 millions de vues des années 2015, 2016, 2017. C'est-à-dire, vous avez un vrai discours popularisé sur le fait que les sociétés, finalement, peuvent s'arrêter du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, c'est pas pour rien que c'est la mode des séries sur les zombies et compagnie, enfin, les séries un peu apocalyptiques. C'est pas pour rien aussi que, vous savez, en 2012, il y a eu toute une hystérie au sujet des calendriers Ça mayas. aussi, c'est lié un peu au fait que l'Occident patauge dans sa propre histoire, Oui. s'inquiète, Oui, oui. sans partir le pouvoir qu'elle avait. Donc, effectivement, il y a une explosion de Le discours un peu anxiogène sur la fin voilà, d'un monde, quoi. mais c'est la fin d'un monde, en vrai. Oui, c'est la fin d'un monde. d'une domination occidentale qui a 5 siècles. Donc, ça, évidemment, ça a des effets. Oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire que ça vraiment bouillonnait beaucoup plus à l'époque, parce que je vous ai dit, maintenant, les zombies, c'est un peu ringard. Là, le discours sur la collapsologie, bon, c'est un peu, et le survivalisme, ça s'est un peu essoufflé, etc. Mais vous imaginez bien qu'une guerre aussi brutale que la Syrie, parce qu'on y reviendra, mais la Syrie, en termes de morts, c'est l'équivalent proportionnellement de la Première Guerre mondiale. Hein. La Syrie, c'est 600 000 morts sur 20 millions d'habitants. La Première Guerre mondiale en France, c'est 1,4 million sur 40 millions. Donc il y a un rapport de 1 à 2 dans les deux cas. Donc c'est extrêmement brutal. C'est vraiment une société qui se casse la Le figure. ratio civil-militaire? Non, là pour le coup, effectivement, c'est la Syrie, il y a beaucoup plus de civils qui meurent, alors que c'est quasiment que des jeunes hommes en âge de combattre dans le cas de la France. Donc démographiquement, c'est pas pareil. Je veux dire, c'est vraiment une guerre catastrophique. Au Mali, en comparaison, c'est 40-50 000 morts sur le même nombre d'habitants sur la même période. C'est vraiment des échelles de grandeur. Oui, ça n'a rien à voir. Plus un exode humain. Ah oui, il y a un tiers de la population syrienne qui s'est exilée et un autre tiers qui était déplacé interne. Donc c'est vraiment une apocalypse. Parce que là, c'est alors à part pour le ratio de morts qui est beaucoup plus composé de militaires en Ukraine. Pour les déplacements, on est un peu dans le même étiage. Oui, des déplacements massifs. Même plus d'un tiers qui ont quitté l'Ukraine et un tiers qui qui sont allés s'installer ailleurs. Oui, bien sûr. Mais en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine aussi, c'est une apocalypse. Hein. C'est la fin à mon avis, c'est la fin d'une société. Bon. Et si vous voulez, la combinaison de cette espèce d'intérêt pour les thématiques un peu angoissantes de fin de société et le questionnement identitaire, s'est parfaitement retrouvé marié en Syrie.
Et c'est pour ces deux raisons, en fait, que la Syrie, à mon avis, a été projetée dans le débat national. Et ce n'est pas du tout un hasard, vous parliez de Zemmour tout à l'heure, que Zemmour et des gens comme Laurent Oberton, par exemple, parlaient de guerre civile. Parce que vous pourriez dire la guerre civile en France, c'est fantasmé, parce que, voilà, etc. Mais parce que, si vous voulez, ils ont pensé à la guerre civile en regardant la Syrie et en projetant ce qu'ils imaginaient, si vous voulez, être les circonstances de la France en Syrie. Si vous voulez, il y a un peu un jeu de passage culturel entre la production culturelle et métapolitique, en quelque sorte, de l'époque, et ce qui se passe en Syrie. Donc finalement, la Syrie a pas mal influencé le discours public et le discours de ces années-là. Et moi, je remarque, parce que moi, j'avais quel âge? J'avais entre 15 et 18 ans à l'époque. J'avais 16 ans à l'époque du Bataclan. C'est-à-dire que vous avez toute une génération qui s'est politisée dans ce contexte-là. Et donc c'est marrant parce que vous avez les gens qui ont mon âge, par exemple, qui sont plutôt à droite. Vous voyez qu'ils ont une importance plus marquée. Enfin, comment dire, ils accordent plus d'importance aux questions liées au djihadisme, à l'islamisme, etc. Alors que, je veux dire, comparé à 2017, 2018, aujourd'hui, c'est un peu des sujets qui paraissent, enfin pas ringards, mais beaucoup plus marginaux que qu'en 2017-2018. C'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est dans cette période que Zemmour a percé, a fait son buzz, etc. C'est très important ce que vous dites parce que, et je vais me lancer moi-même des fleurs, parce qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même. Quand à une époque je m'occupais de ces questions de terrorisme à la France Insoumise pour la campagne de 2017, alors on avait fait la présentation du programme sécurité de Jean-Luc Mélenchon. Et là où je me lance des fleurs, je sais que j'étais très fier. J'arrive pas à trouver d'autres personnes avant. En tout cas, j'ai été un des initiateurs de pas seulement ce qui est un argument politique, mais ce qui est un fait réel, compte tenu de l'hystérie qui émergeait avec les attentats et les amalgames, ou pas d'amalgames, enfin ça devenait vraiment n'importe quoi. On a raison, il y avait un clivage sur ces questions-là. J'avais rappelé qu'on ne peut pas mettre les musulmans dans le même sac. Vous le faites très bien ici à Fréquence Populaire. Il y a des sunnites, il y a des chiites. Dans chacun, il y a des branches différentes qui s'affrontent les uns les autres, comme les chrétiens sont affrontés, sont divisés orthodoxes, catholiques, protestants, sont fait la guerre, que les arabes, ça n'existe pas, qu'il y a même la langue, c'est tout compliqué. Enfin, j'avais rappelé que les djihadistes sont un groupe religieux, enfin rattaché à une vision très particulière de l'islam, qui n'est pas généraliste, qu'on ne trouve pas partout, et qu'ils tuent principalement des musulmans dans des pays de culture et de religion musulmane, à 98%. Même si c'est terrifiant. Quand il y a des attentats à Paris, ce n'est que epsilon, et on voit, avec ce que vous dites, le nombre de morts, les 600 000 qui sont liés à cette guerre, alors qu'il n'y a pas que djihadistes, mais en Syrie, c'est les années de plomb en Algérie, c'est le djihadisme à travers tous les pays musulmans, c'est des centaines de milliers de morts. Alors, le tarif djihadiste, salafiste et takfiriste est quand même très violent, d'abord sur les musulmans. Oui, d'ailleurs, mais ce que vous me dites me fait penser à quelque chose que je trouve assez ridicule et qui met hors de moi. Pour illustrer ce qu'on disait sur le côté hystérique et politisation de cette époque, j'ai déjà vu des cadres du RN soutenir les bombardements israéliens contre le Hezbollah parce que, je cite, ce sont des djihadistes terroristes musulmans. Enfin bon, en gros, c'est eux qui étaient en première ligne contre l'État islamique. Enfin, je veux dire, si vous voulez, il y a des associations d'idées stupides. Il faut soutenir Israël parce qu'ils bombardent le Hezbollah, parce que c'est des djihadistes et que les djihadistes ont fait des attentats en France, si vous voulez. Enfin bon, il y a un côté un peu guignolesque. Je pense que si on prend les faits, on perd tout le monde, tous les gens moyens, parce que Israël, c'est prouvé à l'époque, on recevait des combattants de Daesh pour les soigner. Le Hezbollah affrontait Daesh. Les Iraniens affrontaient Daesh, y compris en envoyant les gardes de la révolution en Syrie, lesquels Daesh étaient alliés au Hamas, qui fait partie de l'axe de la résistance. Les Israéliens étaient alliés aux Turcs et aux chiites d'Azerbaïdjan pour aller faire la guerre aux Arméniens contre les Iraniens. Ah ben c'est un bordel pas possible. En fait, pour quelqu'un de normal, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ces positions de ce genre de cadre du RN, ce serait idiote. Oui, bien sûr. Et la raison pour laquelle j'ai fait un peu ce long développement sur l'impact que la Syrie a eu en France sur le discours politique auprès de nos auditeurs, c'est pour vous faire comprendre que la plupart des gens, même encore aujourd'hui, quand ils vous parlent de la Syrie,
en réalité, il ne vous parle pas de la Syrie. Est-ce que vous pensez sérieusement que quelqu'un comme Éric Zemmour et Laurent Oberton, contre lesquels je n'ai rien de particulier, mais quand ils vous parlent de la Syrie, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils s'intéressent à la sociologie syrienne, à l'histoire de la Syrie? Bien sûr que non. Ils utilisent la Syrie comme toile pour peindre un peu leur position politique en France. Et c'est ça le problème, c'est que la Syrie, bon, même à gauche, soyez en passant, parce que vous avez beaucoup de... Oui, on a le contraire à gauche. Vous avez beaucoup de gens qui vous parlent des Kurdes, mais est-ce qu'ils s'intéressent véritablement aux Kurdes? Non, ils projettent un peu leurs idées politiques sur la situation syrienne. Et c'est ça le problème, c'est que la Syrie, plus que l'Irak ou le Yémen, c'est un peu un test de Rorschach. Alors, vous savez, c'est le test en psychologie où vous faites C'est intéressant. Un test de Rorschach appliqué oui, c'est très bien. C'est-à-dire Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, c'est ça. Alors pour nos éditeurs qui ne sont pas au courant, c'est vous faites tomber des gouttes d'encre sur une feuille de papier et vous demandez à la personne en face de vous qu'est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez un papillon, une étoile de mer? Pour le test de Rorschach, c'est des taches d'encre qui sont spécifiques. Définies, spécifiques. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que bon, si vous êtes un petit malin, vous dites je vois un test de Rorschach, mais en théorie, vous êtes censé projeter votre psychologie, dire voilà, je vois plutôt un papillon, c'est censé en dire plus de choses sur vous que si vous dites je vois un meurtre. Enfin, vous voyez, en fait, vous projetez votre psychologie sur le papier, mais il n'y a pas forcément de sens défini à ce que vous voyez. La Syrie, c'est un peu ça. Les gens ont tendance à projeter leur marotte personnelle. Par exemple, typiquement, quelqu'un comme Alexandre Delval, est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'intéresse à la sociologie syrienne et à l'histoire syrienne? Non, il a des marottes personnelles qui peut-être sont intéressantes et peut-être qui, dans le cas de la Syrie, s'appliquent. Mais est-ce qu'il a vraiment fait des recherches pour voir si elles s'appliquent? Il y a un peu un côté... Alexandre Delval, peut-être. On pourrait peut-être faire un jour un débat avec Alexandre Delval pour un petit affrontement. Je crois que ça sera bien. Mais après, j'ai rien de spécial contre lui, mais c'est pour vous dire que vous avez beaucoup de gens, si vous voulez, qui appliquent une grille de lecture toute préparée à la Syrie sans s'intéresser au sujet en lui-même. Et ça pourrit la compréhension du sujet. Et c'est pour ça que c'est très difficile de trouver des bons bouquins généralistes sur la Syrie. Et c'est là, normalement... Sauf le livre de Julien Lazarotto que vous pouvez trouver dans la description. Et qui est vraiment très très bien si vous voulez y comprendre quelque chose. Voilà. Je rajouterais à ça qu'il y a un autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de couches j'allais dire de compréhension, ou plutôt d'incompréhension sur ce conflit multiforme en Syrie, c'est la Russie. Parce que pour certains, ça a été le lieu surtout d'affrontement avec la Russie, enfin extérieur au conflit en Ukraine, qui n'avait pas encore commencé, mais en 2014, il y avait la prise de la Crimée, et puis il y avait la volonté des néoconservateurs d'encercler la Russie, et que la Russie ayant un accord militaire spécifique officiel avec le régime de Bachar al-Assad, et le port militaire de Tartus et la base en particulier aérienne de l'Ataquié, c'était bien de dégager de là et comme à d'autres endroits, en Afghanistan par exemple, utilisons les djihadistes pour faire un conflit qui pourrait un peu dégager les Russes. Il y a eu ça aussi qui s'est greffé sur ce conflit, et quand il y a eu les bombardements qui étaient aussi intéressés pour la Russie, parce que eux voulaient éliminer des djihadistes russophones pour éviter qu'ils se retrouvent dans la République du Sud, ex-URSS, plus ce soutien au régime de Bachar pour eux-mêmes maintenir leur mainmise sur la région. Tout ça, c'est aussi, j'ai pas le mot français, mais collusionné dans la tête des Français, et ça fait un pâté. Oui, d'ailleurs, en fait, là, j'aurais deux choses à dire. Déjà, c'est intéressant parce que la Russie, avait tout à fait compris l'ambiance de politique intérieure en France et dans d'autres pays européens et même aux États-Unis que je vous ai décrit, parce qu'ils ont beaucoup insisté sur le fait que, regardez, nous, on bombarde les djihadistes, ce serait intéressant qu'on se rapproche diplomatiquement pour engendrer une sorte de dégel diplomatique. Et en gros, si vous voulez, c'est un peu l'argument massu des Russes, mais ils ont vraiment, je vais pas dire investi beaucoup d'argent, parce que disons, ils ont investi beaucoup de moyens médiatiques pour dire, regardez, nous, on est une puissance raisonnable et respectable. Ce serait intéressant, par exemple, que nous, avec les politiciens français, on s'allie sur les questions de djihadisme, et en utilisant ce levier, en quelque sorte, de regarder, en fait, c'est bénéfique pour votre politique intérieure de s'allier avec nous. Et ça avait si bien marché que je rappelle que le candidat à la présidentielle 2017, qui s'appelle François Fillon, qu'on ne va pas franchement qualifier d'antisystème, il avait en gros dans son programme, il faut qu'on se rapproche de la Russie pour collaborer contre le djihadisme et l'islamisme, et du coup ça se mariait parfaitement avec ses positions, on va dire, de droite en France, vous voyez. Et ça a été le cas, vous avez raison, c'était le cas avec aussi avec Zemmour, qui avait un peu les yeux de chimène pour Poutine, parce qu'en plus c'est un peu conservateur, donc ça c'était bien.
et avec le Rassemblement national. Oui, bien C'est-à-dire sûr. que vous avez raison, chacun projetait ses maraudes sur un fond qu'il comprenait pas très bien et qui servait sa politique. Donc les Russes, comme quoi, ils sont pas complètement débiles, ils ont été malins de comprendre cela pour trouver des gens qui les apprécient en France. Effectivement. Bon, après, je vais un peu nuancer vos propos sur 2 points. C'est que, bon, on reviendra sur, dans le cadre d'un autre entretien sur la question du djihadisme. Mais par exemple, je pense qu'il ne faut pas trop surestimer le soutien que les Américains ont apporté à ce qu'on appelle le djihadisme en Syrie. Je pense que ça, c'est un peu justement un narratif, un discours qui est un peu répandu, mais quand vous regardez le détail des faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué à mon avis. Mais on y reviendra en temps voulu. Mais à mon avis, enfin, c'est pour vous donner un exemple de ce que peut être un autre type de narratif sur la Syrie. Vous voyez, c'est les Américains qui soutiennent les djihadistes. Euh, voilà, on y reviendra plus tard, mais c'est quand même nettement plus compliqué. Et Il y a 2 ou 3 points quand même sur lesquels peut-être qu'on s'affrontera, mais on verra. oui, mais notamment, en fait, le problème vient de la terminologie de qu'est-ce que c'est qu'un djihadiste, parce que les Russes, on va pas se mentir, quand ils bombardaient en Syrie, ils avaient une définition un peu laxe de ce qui était un djihadiste. Hein. J'en parle. Adversaire du régime d'Assad. Oui, voilà, mais qui ne veut pas capituler, c'est-à-dire que eux, ils espéraient qu'ils pourraient réussir à faire déposer les armes à des rebelles par la négociation, en leur disant bon, vous avez perdu la guerre, rendez-vous. Et dès que les rebelles disaient bah non, parce que Assad c'est une affreuse tyrannie, ce qui est objectivement vrai, et qu'il ne respectera pas les accords d'amnistie qu'il nous passe, et que nos enfants seront encore arrêtés par la police politique, etc. Ce qui est vrai, hein, pour le coup, c'est vrai. Bah, quand les rebelles syriens disaient ça, les Russes disaient bah voilà, c'est des djihadistes, donc on peut raser leur quartier, quoi. Donc, c'est-à-dire, faut faire très attention sur les. D'ailleurs, on avait la même, la même à l'envers, avec toute une série de gens plutôt à gauche, Oui, plutôt dans les médias, qui considéraient que, bien sûr qu'il n'y avait aucun djihadiste, tout ça c'est des rebelles, des djihadistes modérés ou des rebelles sympas, y compris quasiment pour certains qui voyaient à Alep, oui. où quand même flottaient pas mal de drapeaux noirs de Daesh, Mhm. une sorte de 4e international quasi trotskiste. Je plaisante à peine. Oui, c'est ce que Je disait. pense au fils de Thomas Legrand qui avait été là-bas et qui décrivait une réalité qui est quasiment parallèle, en fait, qui décrivait ses fantasmes ou ses intérêts politiques à lui. Bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait le journaliste David Thompson, bon, qui est un peu sensationnaliste, mais il a écrit dans son bouquin Les Revenants, qui s'était fait quasiment agresser sur un plateau télé en 2013 quand il disait oui, mais vous savez, les Français qui partent faire le djihad en Syrie, peut-être qu'ils reviendront faire des carbistouilles en France. Et on lui a dit vous êtes un horrible fasciste qui projetez vos fantasmes sur la Syrie et vous faites le jeu du FN, quoi, grosso modo. Bon bref, mais tout ça pour vraiment dire à nos auditeurs que sur ce genre de sujet d'actualité, il faut faire très attention aux faits et à les comparer à est-ce que votre grille de lecture de la situation, c'est est-ce que vous ne projetez pas vos marottes de politique étrangère en France sur la situation. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre dans cet entretien, parce que sinon, je dirais que vous ne risquez pas de pas forcément aborder le reste des vidéos que nous allons faire sur cette chaîne dans un état d'esprit très pertinent pour vraiment comprendre le sujet, quoi. Faut réussir à prendre un peu de C'est recul. intéressant, c'est justement de faire ces différentes émissions pour casser les a priori, et peut-être casser les a priori, au moins les atténuer, et comprendre mieux les choses telles qu'elles sont passées. Oui, voilà. Il faut, à mon avis, enfin, ce que j'essaye de communiquer comme idée, c'est qu'il faut être capable de prendre du recul sur l'idée qu'on peut se faire d'un sujet, même si dans les grandes lignes on peut avoir raison, hein, mais il faut quand même, est-ce qu'on a raison pour les bonnes raisons, quoi. C'est un peu ça le point que j'ai fait ces 30 dernières minutes. Alors, oui. puisque vous voulez dire quelque chose. Oui, c'était pour terminer sur les 2 autres points qui expliquent que la Syrie était un sujet d'actualité. Donc oui. Brièvement, la raison pour laquelle on a parlé de la Syrie aussi, c'est parce qu'on se situait dans là c'est pour la raison contexte international. Là je vous ai fait le contexte, la raison contexte national, et là je veux parler du contexte international. C'est-à-dire que c'était une période de désengagement américain vis-à-vis de leur politique étrangère dans le monde et au Moyen-Orient. Parce qu'en fait, à la suite de la guerre froide, vous avez une sorte d'esprit de triomphalisme qui s'est développé à Washington. Vous avez cette idée qu'il faut qu'on engendre un nouveau siècle américain, le New American Century. Donc en fait, que le 21e siècle, ce soit un siècle de renouvellement de la domination écrasante que les États-Unis avaient imposée au monde depuis la fin de la guerre froide. Enfin, depuis, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, reproduire
Voilà, encore une fois, je rappelle que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont 50% de l'industrie mondiale. Enfin, c'est vraiment totalement inimaginable par rapport à aujourd'hui. Les États-Unis se sont énormément affaiblis d'un point de vue relatif. Et si vous voulez, vous avez un espèce de triomphalisme débile, comme quoi les États-Unis seraient invincibles et qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent pour renouveler, pour remodeler le monde et renouveler leur siècle de domination. Mais le problème, Donc on voit les conséquences délétères tant en Ukraine et surtout en Iran avec un choc du réel qui surprend beaucoup. Justement, c'est intéressant parce que les Américains ont déjà eu un choc du réel en Afghanistan et en Irak, où ils ont vu que leurs moyens militaires étaient limités physiquement. Il y avait des contraintes physiques qui s'appliquaient à leur hard power, ce qu'on appelle le hard power, donc la puissance militaire. Et surtout, un sujet qu'on a oublié, la crise de 2008-2009, qui a quasiment fait s'effondrer le système bancaire international, qui a détruit les carrières pendant 10 ans de toute une génération de jeunes aux États-Unis, et qui a eu des conséquences sur la crise des dettes souveraines en Europe. Je rappelle que c'est un peu l'âge d'or de Jacques Sapir, où il est invité partout pour expliquer que l'euro ne va pas tarder à s'effondrer. D'ailleurs, non, mais il pourrait vous faire une rétrospective intéressante des débats économiques qu'il y avait à cette époque. Et si vous voulez, en tout cas, tout ça pour dire que l'aventure piteuse américaine qui leur fait prendre conscience des limites de leur hard power et la crise financière de 2008-2009 qui leur a fait prendre conscience des limites de leur soft power ont amené à la tête des États-Unis sous l'administration Obama une génération de dirigeants américains beaucoup plus prudents et circonspects qui se disent nos ressources ne sont pas illimitées, donc si on veut créer ce nouveau siècle américain, il faut qu'on soit beaucoup plus fin et beaucoup plus qu'on s'engage beaucoup plus dans le multilatéralisme et qu'on arrête de foncer tête baissée en pensant qu'on s'en sortira. C'est ce qui nous a donné le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien, qui aujourd'hui est impensable. Mais je veux dire, à l'époque, il a été justement poussé par les réalistes, on va dire, de l'administration Obama, qui, soit dit en passant, ont beaucoup hésité à intervenir en Syrie, comparé à l'intervention en Irak et même l'intervention en Libye. Même l'intervention en Libye, ils n'étaient pas très très chauds au début, c'est surtout Sarkozy qui leur a forcé la main. Mais c'est pour vous dire, Obama a une attitude beaucoup plus mesurée, et qui se posait toujours la question, mais si je fais ça, est-ce que ça ne risque pas d'engendrer des conséquences délétères? Donc beaucoup plus que Trump, par exemple, qui un peu a un côté bombardement tout azimut. Mais donc, c'est tout ça pour vous dire qu'à l'international, on a eu 8-9 ans où c'était devenu envisageable que les États-Unis, en se retirant, laissent une place à une nouvelle possibilité de politique étrangère à l'international. C'est pour ça que vous avez quelqu'un du système Je en peux me France. permettre une petite modération. C'est aussi, sous Barack Obama, le record absolu d'assassinats extrajudiciaires, extranationaux, extrajudiciaires, en particulier par un usage absolument massif de drones, qui ont causé aussi leurs dégâts en termes d'image des États-Unis. Et il y avait cette idée, intervenons moins avec des éléments lourds, parce que ça ne marche pas, faisons des assassinats ciblés en masse. D'ailleurs, même ça a donné des idées à François Hollande, qui a eu la mauvaise idée de le révéler dans son ouvrage. Pas non plus produit des résultats extraordinaires. Et puis quant au JCPOA, vous savez, le problème, c'est un peu la même chose que l'Obamacare. C'est-à-dire que c'est des décisions exécutives non entérinées par le Congrès des États-Unis. Un JCPOA voté par le Congrès des États-Unis, on peut pas en sortir. Oui, Trump ne peut pas juste déclarer, bon, ça suffit. Bon, il y avait un peu de... il y a toujours de l'inertie dans ce genre de système. Oui, il y a un petit côté médiatique propre à Barack Obama. Regardez, j'ai fait le JCPOA, mais il l'a fait. Non, mais il l'a fait. Contrairement à Trump et à Biden, il l'a pas emmené jusqu'au bout. Et c'est là qu'il y a une petite modération sur la période Obama. Alors, juste pour revenir sur cette histoire de drone, il faut voir aussi que c'est concomitant avec l'explosion de la production de drones. Donc, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Parce que si Bush avait eu accès aux drones, beaucoup plus en volume, je pense que c'est pas Obama qui aurait... Le volume d'assassinats, surtout. Oui, je sais, mais je veux dire, le volume d'assassinats a explosé parce que les drones commençaient à arriver en termes d'armement. Je pense que Trump a surpassé ça. Pas sûr, mais c'est pas impossible. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est grâce à ce retrait américain qui faisait que vous avez toute une littérature qui imaginait un monde, je ne veux pas dire multipolaire, mais où, par exemple, la France pourrait se faire entendre, même chez des gens du système. Je parlais de François Fillon qui s'allierait à la Russie. Vous arrivez à imaginer ça maintenant? C'est totalement impensable. C'est totalement sorti de l'esprit de
de la classe politique en France, alors qu'à l'époque c'était envisageable. C'est pour ça que je vous parle de la fin de l'euro aussi. À l'époque, c'était dans un débat mainstream chez les économistes, même du système. Est-ce que l'euro est vraiment tenable? Jacques Sapir vous en parlerait mieux que moi. Moi je sais, j'ai été à la fac à cette époque. Il y avait vraiment des publications dans ce sens-là. De nos jours, ça n'existe plus. Il y a vraiment eu un Alors que la verrouillage. situation est plus grave. Oui, c'est ça. Alors que la situation est plus grave. C'est-à-dire que vraiment, l'époque Obama, il y a vraiment une fenêtre dans l'imaginaire des gens pour imaginer une sorte d'ordre international différent. Et donc, Et d'ailleurs, la remarque, c'est la même pour la Russie. C'est oui, maintenant qu'il faudrait aller, c'est compliqué, mais discuter. Parce que oui, mais sauf que sinon, ça appartient maintenant, c'est totalement sorti du débat du champ acceptable. des possibles. Oui, du champ des possibles. Et donc, évidemment, bah, dans ces contextes-là, vous avez beaucoup de gens qui disaient, moi, président, voilà ce que je ferais en Syrie. Parce que vu que la Syrie est un sujet d'actualité, bah voilà, on peignait un peu la politique qu'on voudrait faire sur la toile qu'était la Syrie. Donc c'est encore une fois, c'est pour ça que je dis que la Syrie, c'était un peu l'objet de discussion parfait à cette époque, mais pas en tant que tel. C'est parce qu'on pouvait un peu projeter tout ce qu'on voulait sur le sujet. Bon, donc vous avez ça. Et juste pour terminer sur ce point, c'est l'époque, comme je disais, où Internet a véritablement explosé, où tout le monde commençait à avoir des smartphones. Moi, je me souviens qu'en 2011, j'étais en 6e, il y avait la moitié de la classe qui avait un smartphone et un tiers peut-être qui avait les réseaux sociaux, vous voyez. C'est vraiment l'époque où ça commence à exploser et où les caméras deviennent suffisamment bonnes pour prendre des photos et des vidéos, etc. Et en plus, où les réseaux sociaux étaient pas très bien modérés. C'est-à-dire que vous pouviez poster des vidéos enfin, sur YouTube, vous avez plein de vidéos de combats en Syrie qui étaient postées, qui ont mis 10 ans à être censurées et à être Je confirme, on effacées. faisait un sorte, quand j'étais en 2006, 2007, 2008, dans les PSYOPs français, Mhm. on faisait un sort de site à partir des vidéos publiées par les djihadistes sur les sites djihadistes, Mhm. d'attaques à l'explosif en Irak, d'IED, d'assassinats, de décapitation. Alors tout était totalement Ah oui, oui. en open bar. Où vous cherchiez quelqu'un qui décapite quelqu'un, vous aviez À tel vous avez le document. À tel point d'ailleurs que vous avez, ça c'est encore un truc qui a été oublié, mais vous aviez un site qui s'appelait LiveLeak à l'époque, qui était un peu le YouTube des vidéos gore. Donc, alors, peut-être que c'était pas peut-être qu'en tapant sur Google, vous allez pas le trouver, mais bon, vous pouviez le trouver le lien facilement. Vous y allez même sans VPN, je crois. Vous tapez décapitation cartel mexicain et vous avez 500 vidéos qui apparaissent. Bon, ils ont fini par se faire avoir par la NSA et le FBI en 2017, mais c'était il y a pas si longtemps, 2017, hein. Donc, c'est pour vraiment faire comprendre à nos auditeurs que il y a eu un peu un côté la guerre sans filtre, accessible en 2 clics, et ce qui a donné justement cet écosystème de journalisme citoyen, parce que fondamentalement c'est ça l'OSINT, de journalisme citoyen qui fait que c'était très facile de tomber sur la guerre en Syrie, de tomber sur tout un écosystème médiatique et de gens qui sont encore là. Par exemple, vous avez un journaliste au Bild qui est allemand qui s'appelle Julian Robke, il s'est fait connaître en parlant de la Syrie. Vous avez plein de comptes qui ont fait leurs dents, leurs premières armes en fait, en commentant la guerre de Syrie, en rapportant des vidéos, en les analysant, etc. Donc en fait, c'est vraiment, je récapitule parce que je me suis un peu perdu dans mes explications, mais la guerre de Syrie, on en a parlé parce que ça correspondait à certaines angoisses internes de la politique en France, parce que le contexte international était favorable, et parce que c'est le conflit le plus médiatisé et médiatisé de manière encore une fois presque citoyenne. Alors qu'en comparaison, l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien, il y a quand même un côté censure. Enfin, il y a quand même de la censure militaire mine de rien, malgré les nombreuses vidéos qu'on a. Et donc, Grosse censure militaire des deux côtés. oui, des deux côtés, bien évidemment. Et, Pas au niveau des Israéliens, mais oui, c'est bah, pas mal. mais bon, oui, enfin oui, parce qu'il y a eu Israël, Iran aussi en termes de, en comparaison, c'est beaucoup plus censuré, c'est beaucoup plus difficile d'accès. Et voilà. Mais donc, en tout cas, c'est pour ça que vous avez vous avez ce triple facteur. Et d'ailleurs, là, je vais encore me perdre, mais c'est l'époque où il y a plein de médias alternatifs qui commencent à éclore. Bah, par exemple, votre ami Greg Tabibian, il a lancé sa chaîne vers cette époque et il a percé à cette époque. Le Cercle Aristote a commencé à percer à cette époque aussi. Il y avait quoi? Il y avait Télé Liberté, il y avait TEPA, etc. Bref, c'était vraiment une sorte de bouillonnement, encore une fois, informationnel et journalistique, quoi, à cette époque, qui fait... Pas que lié Non, à la série. Comme non, je l'ai dit, c'est le moment où il y a beaucoup de smartphones, enfin, plus de exactement. smartphones et où tout ça naissait, en fait. Oui, oui, c'est ça. Et avec le côté plus général, bouillonnement politique, vous avez dit hystérie politique en France, etc. Ça vraiment fait naître tout un écosystème qui fait que ça fait de l'écho et de fil en aiguille, ça amplifie l'importance de la Syrie dans le débat public. Voilà, donc c'est tout ça pour dire que
La Syrie, on en a beaucoup parlé, pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça s'explique par ces 3 facteurs. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand vous vous rappelez enfin, vous croyez vous souvenir de certains éléments liés au conflit syrien. Et vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. Non, je veux dire, sur le début de la guerre, puis peut-être qu'on finira là-dessus, puis on fera ça c'est l'épisode 0, disons, enfin le premier épisode sur Monsieur Al-Joulani, Shahar, président actuel de Syrie. Euh, Moi, je me souviens quand ça a commencé, et je me souviens de ce que j'avais ressenti. J'étais pas un spécialiste de la Syrie, mais c'est bon. Il y a eu les printemps arabes, donc il y a eu beaucoup la Tunisie dont on parlait en France, l'Égypte. Donc il y avait quelque chose qui était lié au printemps arabe. Je connaissais suffisamment la Syrie pour savoir que la contestation politique sérieuse au-delà des frères musulmans, n'était pas très 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 organisée, pour la bonne raison qu'elle était décapitée par le régime, soit physiquement, c'est-à-dire mort ou en prison, ou alors si pas à l'étranger, réfugié. Donc ça rend les choses un peu compliquées. Bon, je me souvenais que Bachar el-Assad était venu plusieurs fois en France, a été décoré de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Il avait fait un défilé pas longtemps avant, c'est en 2008, je crois, 2007-2008, avec Sarkozy, assis à la droite de Sarkozy sur les Champs-Élysées, avec des troupes des forces spéciales syriennes défilant sur les Champs-Élysées. Bon, que les Russes, vous avez dit, avaient des intérêts. Là, là, on est dans le. Je me souvenais des projets américains qui avaient été formalisés, qui sont ressortis maintenant avec la guerre en Iran, mais au moment de 2001, du World Trade Center, de faire toute une série de regime change dans lequel il y avait la Syrie, et qui devait se terminer par l'Iran. Et puis, il y avait aussi cette discussion, alors on en parlera sûrement, mais de cette gazoduc et oléoduc qatari qui devait passer par la Syrie, auquel étaient strictement opposés les Iraniens, évidemment, puisque ça ne permettait pas de faire le levier qu'ils ont aujourd'hui sur le détroit d'Ormuz. Puis, à l'époque, j'avais lu, un peu par hasard, le rapport d'un de notre chef DGSE sur place, Alain Chouet, qui avait fait un rapport dès 2011 en disant que Assad n'est pas un régime avec qui on voudrait, enfin Assad c'est pas quelqu'un avec qui on voudrait aller dîner le soir, que c'est assez horrible ce qui se passe dans les prisons, mais que la force politique organisée, c'est les frères musulmans, que les frères musulmans d'Égypte, de Turquie allaient jouer un rôle, et que ça allait finir en un chaos catastrophique et une guerre avec énormément de morts, dont il serait difficile de déterminer qui va en tirer des avantages, mais que très certainement ça a développé le djihadisme dans la région et sûrement en Europe. On ne peut pas se dire, quand on relit le rapport de Chouet à l'époque, il s'était pas beaucoup trompé. Mais même la CIA avait exactement avait fait le même rapport vis-à-vis d'Obama. En gros, il disait: il y a de fortes chances, si la guerre civile syrienne s'enlise, que vous ayez une principauté djihadiste qui soit taillée dans l'est du pays et qui déstabilise complètement l'État en Irak, qu'on a mis 8 ans à stabiliser. Et justement, c'est pour ça que je dis il faut pas faire trop de téléologie, parce que Obama a mis longtemps avant de s'engager directement en Syrie, justement parce qu'il avait très très peur de devoir renvoyer des troupes en Irak. Vous savez, il a fait l'extrayait d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Oui, bien sûr. Il a été élu pour virer des troupes d'Irak, mais c'est pour ça qu'il faut pas penser que les Américains ont sauté sur l'occasion immédiatement pour dégager Bachar el-Assad. Déjà parce que le régime Assad a duré 40 ans, et donc on pensait qu'il était solide, et donc il fallait laisser un peu de temps, voir si la contestation c'est pour ça que j'ai rappelé qu'il est 3 ans avant, il était à Paris. Oui, je sais. Mais parce que ça allait très bien à ce moment-là. Mais parce que vous avez tout un courant dans les médias alternatifs qui vous dirait oui, tout a été téléguidé dès le premier jour, la contestation syrienne. Non mais c'est important de le dire, parce que nos auditeurs sont peut-être familiarisés avec ce genre de discours. Moi je n'y crois pas, mais on aura l'occasion d'en reparler, parce que là sinon on pourrait en parler des heures de la situation diplomatique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment certains décident de l'instrumentaliser, parce que ça aussi c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours au début, mais c'est plutôt quand les choses prennent. Oui. D'ailleurs, sur ça, un petit aparté sur la guerre en Iran.
Certains ont dit, mais c'est bizarre, la Russie et la Chine n'ont pas réagi pour soutenir l'Iran. Si, ils avaient soutenu, mais il y a effectivement une phase de début de conflit où ils ont d'autres intérêts, les Russes et les Chinois. Ils ont voulu voir si les Iraniens tenaient le coup. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça se trouve, ils avaient leur avis, mais ça aurait pu aussi bien s'effondrer. Et puis, il aurait fallu compenser et donc pas trop s'engager au début. C'est une fois que ils ont vu que, en fait, ils avaient l'air insolides, ils sont et intérieurement et extérieurement et militairement, que l'aide est devenue, en tout cas, plus visible de la part de la Russie et de la Chine. Oui, mais donc les gens choisissent aussi en fonction de l'évolution des événements sur le terrain. C'est-à-dire que bien sûr. Je parle des États. Et puis il y a des logiques d'engrenage aussi. Par exemple, les États-Unis, Obama a été obligé d'intervenir en Syrie. Pourquoi ? Parce que la CIA lui a dit les Turcs, les Qataris et l'Arabie Saoudite vont intervenir. Et si on veut pas qu'ils fassent n'importe quoi, il faut qu'on leur envoie des agents pour au moins surveiller ce qu'ils font, quitte à leur donner une aide logistique. Parce que les Qataris ont commencé à livrer des missiles anti-aériens aux soldats, enfin aux rebelles syriens. Ce que la CIA évidemment ne veut pas, parce que vous savez jamais où ça finit, les missiles anti-aériens, et vous pouvez faire des attentats qui font 300 morts en ciblant des avions civils. Et c'est à ce moment-là qu'Obama s'est dit non mais on va envoyer des types de la CIA, à la limite pour les aider à acheter des armes aux Croates, etc., et à les livrer aux rebelles, mais on a un droit de veto en échange sur ce qu'ils livrent. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'Obama, quelque part, il est un peu entraîné par ses alliés moyen-orientaux dans la logique de l'intervention, quelque part. Tout ça pour dire, encore une fois, à nos auditeurs, faut pas penser que tout le monde s'est jeté sur la Syrie dès jour 1. Et justement, j'arrive à la deuxième partie de cet entretien, parce que là, je vous ai expliqué, il faut faire attention avant d'avoir des jugements sur ce qui s'est passé en Syrie vis-à-vis de ce qu'on croit connaître de ce qui s'y est passé. Mais donc, comment est-ce qu'on peut aborder ce conflit ? Comment est-ce qu'on peut le conceptualiser ? Eh bien déjà, je dirais que c'est une guerre qui a plusieurs couches, où chaque couche de conflit, si vous voulez, s'additionne les unes avec les autres et s'empire les unes les autres. Je vais vous expliquer, en vous donnant un petit exemple fictif, ce que je veux dire par là. Comme je le disais, la guerre civile syrienne, c'est une guerre civile. Et ça, c'est très important, parce que c'est pas les opposants à Bachar al-Assad, c'est pas que des étrangers. En majorité, c'est des Syriens qui se rebellent. Ils ont de bonnes raisons de le faire, croyez-moi. Mais parfois, si vous voulez, c'est des rivalités très très locales. Par exemple, on va dire à l'échelle d'une ville. C'est la guerre civile qui continue. De manière larvée, mais oui, bien sûr, oui. Mais donc, si vous voulez, il peut y avoir des fois des conflits à très petite échelle. Prenons un conflit, une couche, je vais dire la couche de conflit local, le niveau local de conflit, qui est au sein d'une ville, par exemple. Je vous ai exposé, chers auditeurs, lors de l'entretien sur le Yémen, qu'il arrive au Moyen-Orient que la structure sociale des sociétés arabes soit basée sur les tribus ou sur les grands clans, les grandes familles. Et il se trouve que parfois, puisque les villes sont le centre de pouvoir et les centres de production économique, certaines de ces grandes tribus, certains de ces grands clans installent une partie de leurs membres dans des villes, par exemple pour conquérir entre guillemets un quartier, pour avoir un pied-à-terre dans cette ville et éventuellement pouvoir influencer la préfecture, les forces de police locales, ou même bénéficier de l'activité économique d'une ville. Donc imaginez que vous ayez une ville quelconque, dans laquelle vous ayez deux de ces familles qui chacune possèdent un quartier. Eh bien, ces deux grandes familles, ces deux grands clans, vont peut-être entrer en rivalité pour essayer d'obtenir la mairie locale, par exemple se faire élire à la mairie parce que ça vous donne de l'influence politique, etc. Ou alors, ils vont essayer de se disputer la suprématie économique dans la ville. Par exemple, une des deux familles veut absolument avoir l'entreprise de BTP la plus importante de la ville. Donc, elle va faire jouer de ses contacts pour obtenir des contrats auprès de la mairie. Bref, tout ça pour dire que, imaginez, situation initiale, on a une ville où vous avez deux familles qui rivalisent d'influence pour accroître leur prestige, leur influence politique et leur influence économique. Ce niveau de conflit existe déjà avant toute guerre civile. Mais il n'est pas encore violent, sauf quelques rixes éventuellement entre les deux membres de ces familles. Là-dessus arrive la guerre civile proprement dite. Donc là, vous avez une nouvelle couche de conflit qui est l'échelle nationale, l'échelle régime syrien contre les rebelles, contre les révolutionnaires si vous préférez. Et vous allez avoir une famille qui va plutôt prendre parti pour Bachar al-Assad parce qu'elle se dit soit Assad va bien traiter et que je vais perdre mes privilèges si jamais c'est les rebelles qui gagnent, soit je vais faire preuve de loyauté parce que si Assad gagne, il va me récompenser. Et à l'inverse, l'autre famille va prendre parti pour les rebelles pour des raisons symétriques, si vous voulez. Et donc là, vous avez une nouvelle couche de conflit qui ne remplace pas l'ancienne. C'est-à-dire les deux familles, déjà, elles ne pouvaient pas se piffer à la base, mais maintenant, ces deux familles ont des armes,
il y a l'armée syrienne qui débarque avec des chars, par exemple, et donc ça fait escalader ce conflit initial. C'est-à-dire que maintenant, ils ont des AK-47, il y a des dizaines de morts éventuellement. Hein. Chacune de ces familles forme des milices, envoie des indices pour les services de renseignement, etc. Bon. Ouais, quand on parle de famille, vous parlez de famille, c'est plus clan. Oui, de clans, de tribus si vous préférez, donc c'est ces grands clans. Donc vous voyez, déjà là, il y a deux niveaux de conflit. Le local, c'est la ville, où le conflit était un peu larvé, un peu non violent. Là, vous avez le conflit national qui arrive, et donc... Il arrive le troisième à l'extérieur. Voilà, extérieur. Et donc, par exemple, imaginez que finalement, les Iraniens se rendent compte, tiens, mais cette ville, elle est en plein sur l'axe Beyrouth-Damas, donc il est stratégique qu'on la sécurise. Donc, on va monter une offensive majeure pour liquider les rebelles dans la région. Donc, vous avez un amassement de troupes, parfois de troupes étrangères, hein, les Iraniens, le Hezbollah, etc., qui commencent à débarquer dans la région, avec de l'artillerie lourde, etc. Et à l'inverse, du côté rebelle, vous avez l'Arabie Saoudite qui se dit « Ouh là là, les Iraniens renforcent leur influence dans leur présence dans la région, donc on va envoyer beaucoup plus d'armes lourdes aux rebelles, beaucoup plus de financement. » Et en parallèle, vous pouvez avoir des djihadistes tchétchènes qui se disent « Bah tiens, on est venu en Syrie pour massacrer du chiite, bah là il y a le Hezbollah et les Iraniens qui arrivent, donc on va débarquer dans la ville, et d'un seul coup, la ville devient Stalingrad. » Et vous voyez, ça empire le conflit suivant sans le remplacer. Et le rang inextricable. Oui, et le rend inextricable. Mais si vous voulez, c'est intéressant parce que donc là, on a trois niveaux de conflit, comme je disais, vous avez local, national, international. Mais des fois, ces niveaux de conflit vont essayer de tirer les actions militaires dans un sens qui ne va pas dans les intérêts du niveau d'au-dessus. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que les deux grands clans qui étaient rivaux voient débarquer des Iraniens et des djihadistes tchétchènes et se disent « Bon, on ne pouvait pas se supporter il y a 2 ans, mais là le problème c'est que si le conflit continue, la ville elle est ruinée. Et il n'est pas dans notre intérêt, même si on est rivaux, même si on peut pas se supporter, il n'est pas dans notre intérêt en tant que tribu qui appartiennent à cette ville que le conflit escalade. Donc on va voir, moi du côté du gouvernement et toi du côté des rebelles, s'il n'y a pas moyen de négocier une trêve avant que les Iraniens lancent leur offensive. Et parfois, ça peut intéresser, par exemple, Bachar al-Assad de dire oui, on va entériner une trêve, parce que Bachar al-Assad n'a pas envie de donner les clés d'un front aussi crucial aux Iraniens. Parce que les Iraniens, ils disent on veut bien vous aider, mais par contre, c'est nous qui prenons la direction des opérations. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, c'est un conflit extrêmement compliqué, parce que vous voyez qu'il y a des acteurs à 3 niveaux, et qu'ils se répondent les uns aux autres, et qui tirent parfois le conflit dans un sens ou dans un autre. Et c'est pour ça que, de manière générale, je pense que c'est comme ça qu'il convient de conceptualiser le conflit syrien, c'est-à-dire c'est à la fois une guerre civile qui peut descendre à des niveaux extrêmement locaux et presque mesquins, en fait, de rivalité familiale, mais qui peut aussi monter à des niveaux d'affrontements géopolitiques internationaux entre les grandes puissances mondiales, en fait. Et avec tous les étages intermédiaires en dessous. Et donc, si vous voulez, on peut, je dirais, conceptualiser 2 grandes période à la guerre civile syrienne, la période où ce sont plutôt justement les échelons du dessous, c'est-à-dire les échelons syro-syriens en quelque sorte, qui tirent vraiment le conflit, les dynamiques du conflit, c'est-à-dire globalement Bachar al-Assad arrive à se maintenir dans les villes qui lui sont sociologiquement favorables, il est expulsé de villes où la sociologie ne lui est pas favorable justement, et où les lignes de front sont relativement gelées. Donc ça c'est la période 2011-2015, et s'ensuit une période notamment due au fait que là pour le coup il commence vraiment à y avoir l'État islamique qui arrive, donc vous avez beaucoup d'intervenants étrangers qui commencent à être échaudés du conflit syrien et qui ne veulent plus tellement s'y engager, donc l'Arabie Saoudite et la France par exemple. Et donc vous avez d'autres puissances étrangères d'un niveau encore au-dessus qui sont notamment la Russie et les États-Unis qui interviennent fortement. La Turquie qui a très envie de... Oui, mais la Turquie, la Turquie, elle est plus faible que la Russie et les États-Unis, mais elle a beaucoup plus d'intérêt. Elle a beaucoup plus oui, mais elle a beaucoup plus d'intérêt, donc elle est prête à mettre beaucoup plus d'argent sur la table et de moyens sur la table que l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite, c'est un coup opportuniste, si vous voulez. Mais la situation dégénère tellement avec le djihadisme et l'État islamique que l'Arabie Saoudite se dit bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle, alors que contrairement à la Turquie, qui se dit elle, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est ma frontière immédiate. Bon. Donc si vous voulez, vous avez la première phase du conflit qui va jusqu'à 2011-2015, qui concerne plutôt le moment où les Syriens s'entretuent pour des raisons vraiment purement syriennes, et ensuite la deuxième partie du conflit 2015-2020, où ce sont les puissances internationales qui interviennent à un moment où les Syriens eux-mêmes sont épuisés, et donc ces puissances internationales commencent à pouvoir dicter des termes
aux différents camps, donc au régime, aux rebelles, etc. Et commence la période qui est plutôt de découpage de zones d'influence en fonction des uns et des autres, qui aboutit à un équilibre instable en 2020, donc à un conflit gelé, qui se gêne pendant 4 ans jusqu'à 2024, l'arrivée au pouvoir de Jolani et la chute d'Assad. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de cet entretien, je pense que je vous l'ai bien fait comprendre, c'est que, encore une fois, à mon avis, on ne peut pas enfermer simplement la Syrie, le conflit syrien dans un narratif simple, et il faut plutôt le voir comme une série d'acteurs qui se répondent les uns les autres en fonction de leur puissance relative du moment et de leur degré d'épuisement. Et leurs intérêts du moment, Voilà. qui sont changeants Exactement. pour certains. Et le truc, pour terminer sur ce point et peut-être sur cet entretien, c'est que, comment dire, Parce que c'est intéressant, ça rejoint ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple, sur les Russes, ceux qui ont une vision un peu trop simpliste des choses. Vous voyez la Russie comme exclusivement un défenseur de l'État laïque. Ah oui, certes, un petit peu, qui a un peu de sang sur les mains, mais quand même, son laïque est sympa. Et pas juste comme, de réfléchissant d'abord à ses propres intérêts dans la région. Et certains avaient réagi au moment de la chute de Bachar el-Assad en disant « Oh, c'est horrible, ils ont pas aidé, ou alors ils sont défaits, ha ha ha, ils vont perdre leur base ». Bon, moi j'étais en octobre 2025 à Moscou, là où j'étais blessé, pour le premier sommet russo-arabe qui s'est pas tenu à cause des discussions à Sharm el-Sheikh. Mais bon, c'est un autre sujet. Par contre, il y en a un qui est arrivé, c'est Al-Jolani. Oui. Et les Russes ont montré leur absolu pragmatisme et réalisme froid. Oui. Al-Jolani était reçu comme Bachar el-Assad était reçu par Sarkozy, en grande pompe, avec tout le personnel politique principal de Russie, Poutine, et les bases de Tarsus et Latakia sont toujours en place. Oui, Ils effectivement. n'ont pas bougé d'un millimètre, contrairement aux espoirs de certains. Oui. Alors, c'est la déception de tout le monde. Hein. Oh, vraiment, on croyait que c'était pour se débarrasser des Russes et leur infliger une défaite. Non, raté. Oh, on croyait qu'ils allaient défendre et qu'ils étaient vraiment contre les djihadistes. Non, raté. Chacun défend ses intérêts et les Russes sont assez malins, assez efficaces dans la défense de leurs intérêts. Oui, mais bien compris. Mais je pense qu'on peut aussi, bon, c'est peut-être un peu rigolo d'entendre ça sur Fréquence Populaire, mais on peut reconnaître à Ahmad al-Shara c'est bon d'être un imbécile parce que lui aussi, il a tendu la main aux Russes immédiatement après la chute de Être un salaud, oui, je peux être vraiment très. D'ailleurs, Assad est très malin. Ah oui, bien sûr. Non mais parce que, enfin voilà, c'est marrant. On tient rarement aussi longtemps au pouvoir en étant complètement stupide. Oui, voilà, effectivement. Mais et à l'inverse, on n'arrive pas au pouvoir comme ça, comme l'a fait Ahmad al-Shara, si on est complètement stupide. On le verra dans un. On va en parler dans le prochain épisode, puisque c'est ça il est dédié à celui que j'appelle le djihadiste inclusif. Oui, bah, Al-Shara, Al-Jolani. Effectivement. Mais, et juste pour dire, pour finir, c'est ce qui rend aussi la guerre de Syrie complexe, au-delà de ces différentes couches de conflit, c'est que c'est un conflit où tout le monde est passé. Enfin, je veux dire, il y a au moins une dizaine d'acteurs principaux. C'est-à-dire, vous avez le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, Israël. Israël, mais un peu moins quand même. Israël est intervenu de manière beaucoup plus discrète en Syrie, beaucoup moins que la Turquie, par exemple. Mais oui, on peut dire Israël, la Russie, l'Iran, les États-Unis. Bon, on peut mettre la France et la Grande-Bretagne dans la case États-Unis parce qu'on n'a pas vraiment une politique indépendante en Syrie. Vous avez les Kurdes, l'État islamique, Jabhat al-Nusra, le régime syrien et le Hezbollah. Ça vous fait au moins 12 acteurs principaux. Et si vous voulez rentrer dans le détail, il y a au moins 400 groupes rebelles en Syrie. Et le problème, c'est que chacun de ces acteurs a des relations avec les autres. Et un exemple que j'aime bien utiliser pour illustrer ça, pour illustrer la complexité de la question, c'est les Kurdes. Parce que les Kurdes, bon, ils sont en guerre contre l'État islamique, parce que l'État islamique est en guerre contre tout le monde. Donc vous avez une relation Kurde-État islamique, qui est celle d'un conflit. Les États-Unis aussi sont en conflit avec l'État islamique. Donc ils se disent, on va soutenir les Kurdes contre l'État islamique. Sauf que les États-Unis sont aussi alliés à la Turquie, qui n'aime pas les Kurdes, ou plutôt, plus exactement, qui n'aime pas le YPG et le PYD. Donc c'est-à-dire Même pas les Kurdes. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ils n'aiment pas les Kurdes indépendantistes qui sont plus ou moins issus de révolutionnaires communistes du PKK. Bon, donc en l'occurrence, dans le cadre de la Syrie, on peut dire qu'ils n'aiment pas l'entité politique kurde. Mais sauf que... En plus, ils considèrent que c'est chez eux.
Oui, Erdogan considère que tout ça c'est l'Empire ottoman oui, c'est vrai. jusqu'à Mossoul, et puis bon, il l'a dit ouvertement. Oui, c'est vrai. C'est pas une invention. Il considère que la Syrie, c'est sa zone d'influence Et que personnelle. oui, il y a des Kurdes déjà en Turquie. Alors oui, pourquoi on n'étendrait pas Mais Erdogan est l'un des présidents les plus kurdophiles de l'histoire récente de la République kurde. sa femme est kurde. Oui, oui, oui. Mais bon, Enfin, mais il les aime pas politisés. oui, voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça, effectivement. Mais donc tout ça pour vous dire, bon, vous avez les Kurdes qui sont en guerre contre l'État islamique, qui sont alliés aux États-Unis plus ou moins parce que les États-Unis sont en guerre contre l'État islamique. Sauf que les États-Unis sont alliés aux Turcs qui n'aiment pas les Kurdes. Sauf que Washington n'a pas envie de froisser Ankara, qui est un membre de l'OTAN, qui a une position géographique stratégique. Donc ils sont alliés aux Kurdes, mais ils sont un peu mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas envie de froisser. Ils font un jeu d'équilibriste, si vous voulez. Là-dessus arrive la Russie, qui n'en a rien à faire des Kurdes en tant que tels, mais la Russie aimerait bien voir les Américains et les Turcs se brouiller. Donc en fait, la Russie va essayer de s'intercaler entre les deux pour jouer en fait du chaud et du froid sur la question kurde, pour essayer de détacher la Turquie de l'OTAN. Et évidemment, les Kurdes y voient tout ça arriver, et donc eux-mêmes se disent, on va essayer de jouer de l'une des trois puissances contre l'autre. Et finalement, si vous voulez, ça ressemble un peu au sketch des inconnus sur le Moyen-Orient, quoi. C'est-à-dire le cher Habib, le calviniste bouddhiste, qui négocie avec les Kataeb pour une trêve dans la banlieue sud de Beyrouth Nord, périphérique intérieur compris, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que plus vous avez d'acteurs, plus vous avez de relations entre les acteurs. C'est pour ça que c'est encore une fois, pour moi, c'est pareil que la Révolution française. Si vous essayez de résumer ça en une phrase, il y a très forte chance que vous n'ayez pas compris les enjeux de la guerre civile syrienne. Bon, voilà, donc j'étais un peu décousu dans mon explication, mais j'espère que globalement, C'est un lancement, enfin, c'est le lancement d'une série, donc. Mais en tout cas, j'espère que globalement, vous avez compris mon propos principal, c'est que voilà, il faut essayer de se détacher de ces a priori vis-à-vis de la guerre en Syrie, qui est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus intéressante qu'on peut le croire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet. Non, c'est très bien comme introduction. D'accord. Merci Julien Zarato. Je vous rappelle que vous avez écrit le livre, je dis 2 fois, mais mieux vous le rappeler, La guerre de Syrie, dont on trouve le lien pour l'acheter en description de cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de poser des questions, parce qu'on va faire plusieurs épisodes, et donc ce serait intéressant de voir quels sont les retours, comment vous avez perçu ça. Si vous avez trouvé ça embrouillé, alors moi pas du tout, mais c'est souvent le problème, Julien, c'est que quand on fait des explications de choses complexes, on a l'air embrouillé, mais on fait juste expliquer des choses complexes. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça au début, mais là on va justement, c'est ce qui le faire en une seule émission, ça n'aurait pas été possible parce que c'est trop compliqué. Donc justement, en détachant les éléments, je pense qu'à terme, ceux qui sont intéressés par ce conflit, auront évolué, auront appris beaucoup de choses. En tout cas, encore merci. Merci à vous. Et à très vite pour le prochain épisode. Merci. À bientôt.